Nous ne vivons pas seulement des quarts d'heure de gloire. Et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast où les mots rapprochent les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Chacun leur tour, ils piocheront une question au hasard pour explorer comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Attali et Maël Bouzid. Jacques Attali est un économiste, un écrivain, un chef d'orchestre, un conférencier et un ancien haut fonctionnaire français. Il a été conseiller d'État pendant de nombreuses années et professeur dans de nombreuses universités et grandes écoles. Maël Bouzid est en terminale au lycée Lucie Aubrac à Pantin. Il a été finaliste du concours d'éloquence de l'association Trouve ta voix en 2022 et a obtenu le prix Coup de cœur du jury sur le thème « Que voudriez-vous dire au monde ?» Il adore parler, est passionné de foot, de boxe thaï et de piano. Dans cet épisode, ils se rencontrent pour un échange intergénérationnel très inspirant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Chapitre 1. Vos voix. Dans ce premier chapitre, nos invités vont s'interroger sur leur rapport à la prise de parole. Et pour démarrer, une question toute simple. Que faites-vous de votre voix ? Du coup, moi, je m'appelle Maël. J'ai été bénéficiaire du concours de la formation Trouve ta voix durant l'année 2020 et 2023, quand j'étais du coup en seconde. Maintenant, je suis en terminale et moi, ma voix, elle me sert quotidiennement pour pouvoir exprimer mes idées et faire entendre ce que je veux faire entendre. Très bien, mais c'est ce à quoi sert la voix à chacun d'entre nous. Ça sert aussi à chanter, C'est vrai. ça sert aussi à convaincre. Mais moi, la voix me sert... évidemment, comme à tout le monde, à m'exprimer en privé et en public. Beaucoup en public, puisque j'enseigne depuis très longtemps et que j'ai appris en travaillant la voix combien la voix a des fonctions très particulières pour participer d'une conviction qu'on essaye de porter avec les mots, puisque les mots et la voix sont complémentaires. Donc, je propose qu'on commence à piocher directement. Vos meilleurs conseils pour une bonne prise de parole? La prise de parole, pour avoir une bonne prise de parole, ce que je conseillerais personnellement, c'est de se concentrer avant, de bien respirer, de ne pas se précipiter, de trouver les mots justes et simples et de ne pas chercher trop compliqué pour ensuite s'en mêler les pinceaux. D'accord. Et vous? Moi, je conseillerais d'abord de savoir ce qu'on a à dire et avoir des choses intéressantes à dire, parce qu'une bonne prise de parole qui sert à dire des choses sans intérêt n'est pas une bonne prise de parole, donc c'est le fond qui prime sur la forme. Deuxièmement, je conseillerais de parler sans notes. Moi, j'ai toujours fait l'effort de parler sans notes. Je fais tous mes cours sans notes. Je fais tous mes discours, toutes mes conférences sans notes, qui est le plus grand respect qu'on doit à ceux qu'on écoute, qui vous écoutent, parce que parler sans notes, ça vous oblige à réfléchir et à vous mettre dans la position de celui qui est en face et qui essaie de comprendre. Donc, avoir des choses importantes et intéressantes à dire et les dire sans notes. Je suis d'accord. Question suivante. Un souvenir d'un moment où vous avez aimé prendre la parole? Ça m'arrive très souvent, je prends la parole très souvent, mais je ne peux pas donner de souvenir particulier. J'adore enseigner. Je fais à peu près 4 ou 5 conférences par semaine. Donc, si je ne les avais pas, je ne le ferais pas. Mais j'avoue que la prise de parole a un autre intérêt très important pour moi. C'est que comme je parle sans notes, c'est en parlant que j'ai des idées. Et j'ai constaté que la plupart des rares idées que j'ai pu avoir dans ma vie, je les ai eues en parlant. C'est quelque chose qui est très connu depuis Platon, qui a déjà expliqué ça, le fait que prendre la parole est une façon de réfléchir et fait naître des idées. Après, il ne faut pas les oublier. Ok. Et vous? Et moi, j'ai aimé prendre la parole du coup durant le concours, lorsque j'étais à Sciences Po Paris ou dans la salle du congrès à Versailles. Moi, face à un public, voulant donner mes idées, voulant m'exprimer face à des gens, ça a été les moments où j'ai le plus aimé prendre la parole, je trouve. Le concours d'éloquence, du coup, ça a duré 6 mois environ, il me semble. Donc il y a donc des intervenants qui sont venus dans notre classe pour nous former à la prise de parole.
formé à l'éloquence. Il y a d'abord eu un concours au sein de ma classe pour désigner 2 représentants qui vont représenter la classe au niveau du lycée. J'ai été choisi. Au niveau du lycée aussi, j'ai remporté le concours, ce qui m'a permis du coup de me retrouver face à d'autres lycées de ma propre académie, à Sciences Po Paris. J'ai encore une fois gagné ce passage-là, cette étape, pour me retrouver durant la grande finale de tout Paris à Versailles, où j'ai fini coup de cœur du jury. Voilà. Bravo. Merci. Un super pouvoir dont vous aimeriez disposer. Je me suis jamais vraiment posé la question, même si on me l'a posé 50 fois. Mais je pense que le super pouvoir qu'on pourrait vouloir le plus disposer, c'est celui de ne jamais souffrir d'aucune douleur. C'est vrai. Être immortel? Non, être immortel, ça doit être très ennuyeux. C'est vrai. Mais vivre le plus longtemps possible dans la limite de l'espérance de vie humaine et avec le moins de douleur possible, ça c'est... Mourir sans souffrir? Vivre sans souffrir. Mourir sans souffrir, ok. Et Je suis vous? d'accord, je suis d'accord. Moi, un peu plus enfantin, je vais dire pouvoir voler, aller où je veux, découvrir de nouveaux endroits, sans Ça, il limite. y a des avions pour ça. C'est vrai, mais la démarche est un peu plus compliquée. Alors, si c'est de moi-même, c'est plus rapide, plus efficace. Si vous voulez au Japon en volant, vous allez avoir froid, vous allez voler quoi, à 8000 mètres, vous ne pourrez pas, vous allez à 10 mètres, vous ne pourrez pas non plus. Non. Je ne pense pas que ça marche. Ça. Oui, je suis d'accord. Une fois où vous vous êtes retenu de prendre la parole? Alors ça, c'est très important. C'est très important. J'ai un écrivain que j'aime beaucoup, dont j'ai écrit la biographie, qui s'appelle Denis Diderot, avait l'habitude, quand il était très fâché contre quelqu'un, à lui écrire une lettre très violente, extrêmement agressive, très méchante, mais ne pas l'envoyer. Et je pense que très souvent, la meilleure chose qu'on peut faire quand on veut prendre la parole, c'est de ne pas le faire. Et on se rend compte, c'est pareil avec un email d'ailleurs. On peut écrire un email et puis surtout ne pas l'envoyer. On peut penser à quelque chose qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux et ne pas le faire. Toujours avoir de la maîtrise en toute chose, c'est très important, mais en particulier ne pas parler sans réfléchir. Et si on peut prendre sur soi et ne pas parler, c'est très bien. La non-parole est une parole très puissante. Comme vous l'avez dit, la maîtrise de la parole est importante. Faut réfléchir avant de parler. Du coup, moi, je dirais que lorsque ça blesse beaucoup une personne, que ça l'atteint fortement, je préférais ne pas m'exprimer, ne pas dire ce que je pense et le garder pour moi-même plutôt que d'atteindre moralement une personne. Je trouve que c'est plus important. Très bien. Chapitre 2. Leur voix. Dans ce nouveau chapitre, parlons de vos voix, entremêlées à celles des autres. Une personne que vous admirez, qui vous inspire et pourquoi? Si je m'en tiens à la prise de parole, proprement dit, j'ai vu beaucoup de grands orateurs, de gens capables d'animer des foules, de bien parler. J'en ai vu de toutes sortes. J'ai vu de grands enseignants. J'avais en particulier un professeur de mathématiques à l'école polytechnique qui était un très grand savant et qui en même temps était un professeur extraordinaire et qui nous rendait les choses les plus difficiles extraordinairement simples et on sortait formidablement heureux de son cours. Il s'appelait Laurent Schwartz. C'était un génie et en même temps un très grand pédagogue. J'ai vu les grands orateurs à la tribune. François Mitterrand était un très grand orateur qui travaillait beaucoup ses textes, mais qui, une fois que les textes étaient travaillés, il les improvisait, ou en tout cas il faisait semblant de les improviser, même s'il avait le texte sous les yeux. Mais il travaillait lui-même beaucoup ses textes. Il ne lisait jamais les textes faits par quelqu'un d'autre. J'ai vu aussi de grands orateurs internationaux, des gens capables d'animer des foules. Je me souviens d'un discours d'un grand chef d'État portugais au moment d'une révolution qui a réussi à calmer la foule sur une place. J'étais avec lui. Et avec beaucoup de courage. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà, quelques exemples parmi d'autres. Moi, j'ai un rapport un peu différent, un peu moins important. J'ai pas de grands orateurs qui m'ont aussi convaincu que vous. C'est pas la même échelle, hein, mais moi, pareil, mon professeur de droit, M. Providence, mon professeur d'SES, M. De Carvalho,
qui sont des personnes qui nous font part de leur cours de manière assez pédagogue, comme vous avez dit, ce qui nous permet de mieux appréhender le cours, de mieux le comprendre. C'est les deux seules personnes à qui je pense directement. Très bien. Si vous pouviez avoir la voix de n'importe qui pendant 24 heures, ça serait qui? Ça me paraît complètement sans intérêt, mais je comprends la question, mais non, je ne souhaiterais pas avoir une autre voix que la mienne. La mienne a un peu évolué avec le temps, je parle moins fort, mais je suis très content de ma voix et j'ai aucune envie d'avoir la voix de quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous aimez la vôtre? Oui, tout à fait, bien sûr. Trouvez-vous que l'on vous a assez appris à vous exprimer durant votre scolarité? Alors là, pas du tout. De mon temps, on faisait très très peu d'exposés en cours. J'en ai fait un seul dont je me souviens encore, puisque c'était en classe de 3e. J'ai fait un exposé sur le théâtre grec. Mais c'était la seule fois où on m'a demandé de faire un exposé. Et vous voyez, je m'en souviens encore. Mais on m'a jamais appris à m'exposer, à m'exprimer en public. Quand j'ai commencé mes cours, puisque j'étais professeur à 21 ans, j'ai été professeur sans avoir jamais appris à parler en public. Et je l'ai appris en le faisant. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Il y a des gens qui sont formidablement doués pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas doués du tout. Il y a des gens dont le métier, justement, est d'aider. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un grand avocat dont le métier, qui, en dehors d'être un grand avocat, donne des cours d'expression publique. Vous l'avez peut-être rencontré dans vos concours divers, parce qu'il est très célèbre pour ça. Et il explique bien quelques techniques. Mais pour ma part, les seules techniques que je crois importantes, c'est, comme je vous l'ai dit, parler sans notes, regarder le public, se mettre à sa place, se demander ce qu'il pense, trouver des choses à dire qui l'intéressent, parler doucement, c'est-à-dire pas forcément lentement, mais pas très fort, pour que le public tende l'oreille pour vous écouter et dire des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour s'exprimer en public, et c'est des difficultés que je pense on peut dépasser. Du coup, ce rapport que vous avez à la parole, il est arrivé très bien. En effet, ce rapport que vous avez à la parole, il est arrivé tardivement. J'ai été professeur à 21 ans, donc c'est arrivé à ce moment-là. Okay. Mais avant, non, je n'avais pas de rapport autre que privé dans mes relations avec les autres. Très bien. Et vous? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre la parole généralement en cours, en classe. Je lève souvent la main, je participe souvent en cours. Donc je dirais que oui, j'ai une certaine facilité à pouvoir prendre la parole en classe avec mes professeurs, etc. La tchatch? C'est ça, c'est ça, la tchatch. Mais la tchatch, c'est pas exactement ça. La tchatch, c'est aimer parler beaucoup. C'est vrai. Ouais. Mais pas forcément juste. Bah oui, c'est parler pour parler. C'est vrai. Pour ou contre les débats pendant les repas de famille? Pour moi, les repas de famille ne servent qu'à ça. C'est un prétexte à parler. Dans nos sociétés, j'ai écrit tout un livre là-dessus, le repas est en train de disparaître. On mange de moins en moins ensemble, on mange un sandwich devant son ordinateur ou devant son bureau, ou dans un chantier, et on passe de moins en moins de temps, et quand on est tranquille, on mange devant la télé et on ne parle pas. Ce qui est affreux, parce que la fonction même de la vie sociale, c'est d'échanger, de comprendre ce que pense l'autre et d'avancer ensemble. Et le seul moment où on peut le faire, c'est le repas. Donc, je dirais que non seulement je suis pour les débats pendant les repas, mais je pense que les repas servent d'abord à ça, et accessoirement à manger. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le repas de famille, on y raconte la journée qu'on y a passée, on parle politique, on parle sport, football. Du coup, en effet, c'est pas quelque chose qu'on doit supprimer, loin de là. Y a-t-il une personne dans votre vie qui arrive toujours à convaincre tout le monde et tout? Non. Non, d'abord, s'il y avait quelqu'un qui avait cette réputation, il serait vite battu en brèche. Regardez les grands avocats. Alors, il y a des grands avocats qui sont, on sait qu'ils vont réussir à convaincre. Et pour autant, tout le monde est prévenu contre ça, mais ils convainquent quand même. Donc je pense que c'était le cas de Robert Badinter,
C'était le cas de Éric Dupond-Moretti, qui est un immense avocat, qui a toujours plaidé des cas désespérés. Et bien que le juré et les jurés et le jury aient été prévenus contre son habileté, la plupart des fois, ils sont tombés dans le panneau et il a réussi à les convaincre. Donc il y a des gens qui sont capables de créer les conditions, de trouver les bons arguments. Mais c'est parce qu'ils sont capables de trouver les bons arguments, et ça prouve qu'il y a de bons arguments. Donc c'est plus dans la capacité à raisonner et dans la capacité à se mettre à la place de celui à qui on parle. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un sans savoir que... Quand vous parlez à quelqu'un en public, vous avez 2, 3, 10, 2000 personnes. Chacun ne se pose qu'une seule question. Qu'est-ce que ceci va me rapporter à moi? Et vous devez, pour chacun d'entre eux, penser à ça et lui dire quelque chose qui va être utile pour lui. Vous me donnez beaucoup l'exemple de grands avocats. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que vous admirez? J'étais très ami de Robert Badinter, je suis très ami d'Éric Dupond-Moretti. Je pense que c'est de très bons avocats. Je ne me souviens plus du nom de cet avocat que j'ai rencontré 2, 3 fois et qui est un très grand avocat, qui est spécialisé dans les cours qui donne des cours d'art oratoire. J'ai assisté à une de ses conférences sur l'art oratoire que j'avais trouvé extraordinaire. Mais j'avoue que je ne retrouve plus son nom. Vous étiez proche de Maître Vergès? Non, pas du tout. Avez-vous une imitation bonne ou mauvaise que vous faites tout le temps? Non, je n'ai jamais essayé d'être imitateur. Si j'ai jamais essayé, je pense parce que je ne suis pas doué. Mais, et vous êtes imitateur? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est un talent très particulier. C'est vrai. Chapitre 3. Nos voix. Un dernier chapitre pour parler du monde et pour parler au monde. Si vous pouviez faire un saut dans le futur, quelles histoires raconteriez-vous aux futures générations? Moi, je pense que c'est surtout eux qui auraient des choses à me raconter pour me dire comment est le monde là où j'arrive, parce que eux, ils auraient appris dans leur livre d'histoire, vous aurez tout sur mon temps. Donc c'est d'eux que j'apprendrai beaucoup, et pas eux de moi. Même si peut-être je pourrais leur dire quelques erreurs à éviter, que j'aurais pu remarquer dans mon temps. Et vous? Est-ce que vous avez... moi, j'ai pas assez vécu, je pense, pour... Oui. Pour dire grand-chose, mais vous m'avez parlé de conseils, d'erreurs à éviter. Est-ce que vous en avez potentiellement à dire maintenant? Il y en a tellement. Ne jamais faire confiance à sa colère. Ne jamais faire confiance à sa colère. La colère, on le dit tout le temps, la colère est mauvaise conseillère. Ne jamais faire confiance à sa colère. Ok, merci. Imaginez que le monde entier ne puisse dire qu'un seul mot pendant 24 heures. Lequel choisirez-vous? Je pense que s'il peut dire qu'un seul mot, il ferait mieux de se taire. Et en effet, ce serait une bonne idée que d'imaginer un monde de silence pendant 24 heures. C'est très intéressant, le silence. C'est ce qu'on apprend quand on fait de la méditation. Pendant quelques minutes, c'est très précieux, très utile. Il y a des gens dont la vie est faite de silence. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et je pense que si le monde avait 24 heures de silence, où le monde entier se tairait pendant 24 heures, ce serait formidable. Ce serait une très bonne innovation. Ok. Et les sujets dont vous avez toujours voulu parler sans oser? Je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai aucun sujet dont j'ai osé parler. Dans mes romans ou dans mes livres, je parle très peu de sexualité. C'est parce que je ne me sens pas... j'ai pas envie d'en parler, mais c'est pas parce que j'ai pas osé, c'est parce que j'ai pas envie. Mais un sujet dont vous avez toujours voulu parler sans oser, non. Mis à part le fait d'écrire sur la sexualité, que je n'ai pas fait, sauf accessoirement, il n'y a aucun sujet qui m'est exclu. Et vous? Moi, pareil, je suis un peu... il n'y a aucun sujet qui me vient actuellement dont je n'ai pas osé parler. Alors, est-ce que vous verriez faire du stand-up? J'en fais tout le temps du stand-up parce que je fais tout le temps des conférences improvisées. Alors, ça ne s'appelle pas du stand-up au sens où je ne sais pas de faire rire. Mais
Il m'arrive très souvent de faire des conférences en arrivant dans la salle et en n'ayant pas la moindre idée de ce que je vais dire pendant 1 heure. Et d'improviser vraiment. Et ça, j'aime bien. Faire du stand-up, c'est-à-dire chercher en permanence à être drôle toutes les 3 minutes, toutes les 30 secondes, je crois même. Ça, ce serait un exercice intéressant. Ceci dit, je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois dans un théâtre, c'était d'ailleurs en direct à France Culture, à la radio, j'ai raconté des histoires juives pendant 1h30. De mémoire aussi, parce que j'adore les histoires drôles et je les raconte plutôt avec de la mémoire. Donc oui, je l'ai fait une fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé durant un de vos cours de faire de la tchatch, comme vous m'avez dit tout à l'heure? La tchatch, c'est-à-dire C'est-à-dire de parler, vous êtes arrivé à un cours sans savoir ce que vous voulez dire, et de parler sans... Non, jamais. Jamais? De faire du remplissage? Oui. Ah non. Non, ça jamais. Ok. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont amélioré ou détérioré la façon dont on communique? Les deux à la fois, ils ont amélioré parce qu'ils nous donnent... il faut distinguer 2 choses. Il y a les réseaux sociaux au sens de les emails et tout ça, et les réseaux sociaux au sens des plateformes où on voit des tas de trucs, quoi. Donc les emails, c'est un outil fantastique. Les plateformes de communication en ligne ont montré au cours du Covid et depuis que c'est des outils extraordinaires qui permettent de faire des tas de choses sans se déplacer. Donc ça, c'est des progrès fantastiques. Par contre, l'addiction au réseau qui consiste en permanence à chercher une gratification en ayant des images qui vous plaisent ou qui vous procurent une émotion, ça c'est mortel. C'est créer une addiction où les gens passent 2, 3, 4 heures à scroller des bêtises, quoi. Ça, c'est un désastre. C'est vrai. C'est addictif. Ça fait perdre le plaisir de lire, de toutes sortes de choses. Parler pour ne rien dire, c'est OK. Ben non. D'abord, on ne parle jamais pour ne rien dire. Même quand on parle pour ne rien dire, on dit des choses. On dit des bêtises, on dit des choses sans intérêt, mais il y a toujours une signification. Et puis en plus, quand on parle, il y a évidemment la dimension, le vocabulaire, mais il y a l'attitude, le regard, la posture, qui souvent disent le contraire de ce qu'on dit. Enfin, il faut prendre tout ça comme un tout. Parler pour ne rien dire. Je crois que personne n'avouera jamais qu'il ne parle pour ne rien dire. Vous apprenez forcément quand vous parlez? J'apprends pas toujours quand je parle, mais il m'arrive d'apprendre quand je parle. Oui, souvent. Je dirais même que je crois que je n'apprends qu'en parlant. Mais ça veut pas dire que j'apprends toujours quand je parle. Merci beaucoup et j'espère que je vous rencontrerai dans votre carrière d'avocat. Pourquoi pas. Merci. Vous allez faire des études où? Je ne sais pas encore. Vous êtes en terminale, là? Oui, c'est ça. Ouais. Travaillez bien. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos comptes Instagram et TikTok @trouve-ta-voix avec un X et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!